Madame, Monsieur Yorana, et bienvenue dans votre journal sur TNTV. Très heureuse de vous retrouver en ce vendredi 9 janvier. Au sommaire de ce soir. Débloquer enfin le dossier nucléaire, la députée Myriana Redarbelo a présenté ce matin devant le CESEC une proposition de loi destinée à clarifier sur des bases scientifiques la reconnaissance et l'indemnisation des victimes. Un texte sensible que nous analyserons avec Léna Normand, vice-présidente de l'association 193. Après une semaine de grand nettoyage, le marché de Papeete a rouvert ses portes. Les étals reprennent vie pour le plus grand plaisir des commerçants et des clients. Croiser les méthodes pour gagner en performance. Un stage commun réunit cette semaine les jeunes athlètes du CPP et les rugbymen du SPAM à l'initiative de leur fédération. De quoi changer les habitudes. C'est l'un des dossiers les plus sensibles du Fénois. Ce matin, la députée Myriana Redarbelo a présenté devant le CESEC une proposition de loi sur la reconnaissance et l'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Un texte présenté comme juridiquement solide et fondé sur la science pour tenter de sortir d'années de blocage administratif. Les détails avec Vémiti Herlot. Moins de politique, plus de science, c'est le point d'équilibre choisi par Myriana Redarbelo. Devant un CESEC très concerné, la députée a défendu une proposition de loi qu'elle a voulu pragmatique. Chaque mot du texte a donc été pesé pour résister aux recours juridiques à Paris. Le texte de loi est basé sur l'avancée des connaissances scientifiques et historiques. C'est ça qui est important, c'est l'assise du texte. J'ai souhaité donc un texte efficace qui ne soit pas de la poudre aux yeux, qui ne dise pas aux gens on va tous vous rembourser, alors que dans les faits, ça ne l'est pas. Et ce qui est important aussi, c'est l'approche qu'on fait, c'est de ne plus parler de principe de causalité, qui est scientifiquement impossible à démontrer, mais de parler de principe d'exposition. La grande nouveauté, il suffit d'avoir été exposé aux retombées des essais et de présenter une pathologie potentiellement liée. Le droit à réparation est reconnu. En bref, le verrou du millisievert, ce seuil de radiation tant contesté, saute enfin. Une satisfaction pour les associations. Ce fameux seuil du millisievert est une aberration. L'inquiétude demeure par rapport aux personnes nées après 1974. Il ne faudrait pas que les Polynésiens comprennent cette loi comme un recul, parce que toutes les maladies que les Polynésiens, les habitants peuvent développer, considérées comme radio-induites, nées après 1974, on peut avoir l'impression que dans cette proposition de loi, pour améliorer la loi Morin, elles ne pourront plus rien faire. Car c'est bien là le point de friction. Pour garantir l'efficacité du texte, la députée se concentre sur la période atmosphérique, la plus nocive. Mais pour l'avocat Philippe Neuffer, le texte marque une avancée majeure, la reconnaissance des familles, les victimes par ricochet. C'est plutôt positif puisque le sort des victimes est amélioré, et notamment celui des victimes par ricochet, les ayants droit, et puisque aujourd'hui on reconnaît le caractère propre de leur préjudice. Donc ça, c'est une grande avancée. Pas fini, il y a encore d'autres choses à faire. Donc ce n'est que le début. Et c'est plutôt un début prometteur. Mais nous attendons beaucoup des travaux qui seront menés sur le caractère transgénérationnel de la contamination nucléaire française dans le Pacifique. Enfin, le texte s'attaque au portefeuille de l'État, le remboursement des soins à la CPS. Le chiffre est tombé ce matin, près de 120 milliards de francs engagés par la Caisse pour soigner les maladies radio-induites. Le texte de Myriana Redarbelo se prépare à un vrai marathon. Premier test, la commission de la défense à Paris le 21 janvier, avant le grand rendez-vous en séance publique le 27 janvier. 30 ans jour pour jour après le dernier essai nucléaire, la Polynésie saura si la France est enfin prête à solder sa dette. Et pour en parler plus en détail ce soir, Léna Normand, vice-présidente de l'association 193 Yorana. Alors on vient de l'entendre, cette proposition de loi se veut moins politique et davantage fondée sur les connaissances scientifiques et historiques. Quel est votre regard là-dessus ? Oui, effectivement, si cette proposition de loi a le mérite de présenter de réelles avancées, et à ce sujet, nous remercions la députée Myriana. En revanche, notre grande inquiétude, c'est que par rapport aux populations civiles, ça se limite à 74. Donc, pourront déposer des dossiers uniquement les personnes qui étaient présentes en Polynésie entre 66 et 74. Donc, comment expliquer aux populations
que de 75 à 98, ils ne pourront plus déposer de demande d'indemnisation et notamment de reconnaissance et réparation, alors qu'aujourd'hui, la loi Morin le permet. Quelles seraient alors vos attentes sur ces 1974 ? Alors, on a eu l'occasion d'échanger ce matin encore, de réévoquer ce point-là lors de la séance du CESEC. On sollicite justement un amendement sur ce point-là, tout en mettant un aspect de présomption par rapport justement à ces populations et la réalisation d'études sur les maladies dites transgénérationnelles. Plus globalement, quelle catégorie de personnes ont encore des difficultés à faire connaître leur situation ? Alors, à aujourd'hui, en l'application de la loi Morin, le point de blocage principal, c'est le fameux 1 millisievert que l'association 193 demande la suppression depuis sa mise en application. À travers cette proposition de loi donc, de la députée, comme je le disais tantôt, notre inquiétude, ça sera justement les populations post-74. Parce que si pour les anciens travailleurs, il sera possible jusqu'en 98, en revanche, ça ne sera pas le cas pour les post-74. Le texte prévoit aussi la possibilité de redéposer des demandes après un rejet et d'élargir les délais, notamment pour les ayants droit. Est-ce que c'est un véritable levier de rattrapage selon vous ? Ça l'est, mais je dirais que pourquoi ça ne serait pas de fait ? Il faudra se rapprocher de nouveau des familles pour qu'ils redéposent justement un dossier. Mais oui, en soi, c'est une avancée. Autre point sensible, il y a le remboursement des soins à la CPS. On parle d'environ 1 milliard d'euros, soit 120 milliards de francs engagés par la CPS. C'est une somme colossale. Est-ce que vous pensez que l'État sera prêt à payer la facture ? C'est effectivement une somme colossale que les Polynésiens ont supportée jusque-là. Mais vis-à-vis de l'État, l'État se doit de rembourser notre caisse. L'État se doit justement d'indemniser nos populations et donc de ce remboursement-là d'indemnisation collective. Au niveau, on peut revenir également sur le transgénérationnel. Vous nous aviez dit que vous aviez eu les autorités. Que pensent les autorités sur les maladies transgénérationnelles ? Effectivement, lors de sa prise de fonction, M. le Haut-Commissaire donc, nous a conviés et nous avons répondu à son invitation. Il nous a demandé quelles étaient nos attentes d'une manière générale sur la loi Morin. Donc nous avons évoqué la suppression du millisievert, mais surtout la réalisation d'études sur les maladies transgénérationnelles. Et sa réponse a été « Pourquoi faire puisqu'il n'y a pas de demande ?» Et honnêtement, depuis, cette phrase-là résonne dans ma tête. Et qu'est-ce qu'on peut faire justement pour que la population se mobilise pour qu'il y ait ces demandes-là ? Alors, on fait appel justement à ce que les populations concernées se mobilisent et se manifestent. Et avez-vous, donc la liste des maladies reconnues comme potentiellement radio-induites reste un point clé. Faut-il, selon vous, la revoir ? Si oui, sur quelle base ? Alors, ce qui est bon de rappeler, c'est qu'à la mise en place de la loi Morin, il n'y avait que 18 maladies qui étaient donc listées comme radio-induites, puis c'est passé à 21 maladies, puis à 23. Donc tout ça pour dire qu'effectivement, elle n'est pas exhaustive et il faut effectivement l'étendre à d'autres maladies, notamment par exemple la prostate. On sait que le texte entre dans une phase décisive avec un examen en commission de la défense puis à une séance publique. Vous pensez que le texte a une chance d'être adopté ? En tout cas, on le souhaite. Et idéalement, ce serait justement avec une version amendée pour intégrer les postes 74. On parle également de journée nationale du souvenir le 2 juillet qui est évoquée. Que devrait-elle contenir selon vous pour être utile et respectueuse ? Alors ce point a été abordé ce matin par la députée et si effectivement pour nous c'est le 2 juillet qui devrait être une date commémorative, il a été évoqué la possibilité du 27 janvier qui est donc la date de la fin des essais nucléaires. Et donc pour nous ce serait le 2 juillet parce qu'il ne s'agit pas de festoyer mais de commémorer pour que l'on n'oublie pas. Et si vous permettez, j'en profite justement pour dire que 2026 équivaudra aux 60 ans de la première bombe réalisée en Polynésie. Et il serait bien que la population se manifeste, se lève, et notamment la jeunesse. Merci beaucoup, Léna Normand, d'avoir accepté notre invitation. Et du côté de l'exécutif, le ton se durcit. Confronté à plusieurs motions de censure sur l'accord du Mercosur, le gouvernement évoque désormais la possibilité d'une dissolution. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a demandé au ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, de préparer l'organisation éventuelle d'élections législatives qui pourraient se tenir en même temps que les municipales de mars. En cas de censure, le gouvernement serait contraint à la démission avec l'aval du président Emmanuel Macron.
Une semaine de fermeture et un marché comme neuf. Le marché de Papeete a rouvert hier après son grand nettoyage annuel. Réaménagement, peinture rafraîchie, un nouveau souffle pour ses 200 commerçants et pour les clients. Reportage de Laure Philibert. Il accueille 500 000 visiteurs chaque année. Le marché de Papeete est ouvert 7 jours sur 7. Alors, depuis 4 ans, ses équipes le ferment une semaine, début janvier, pour un grand nettoyage du sol au plafond. Elle est nécessaire pour faire une désinsectisation, cristallisation et pendant 24 à 48 heures, on n'intervient pas et on laisse les produits agir contre les nuisibles aussi. Et après, la société de nettoyage intervient pour faire un grand nettoyage. Alors ça part du sol aux grilles, à l'étage, et on bouge tout en fait. Si chaque jour une équipe de professionnels entretient les espaces les plus exposés, le haut des panneaux ou des stands est plus difficile d'accès. Du 3 au 7 janvier, la direction du marché a mis les moyens pour récurer chaque recoin. Durant la fermeture, la société de nettoyage a mobilisé 15 agents de 4 heures du matin à 18 heures, non-stop. Ils ont pu nettoyer de fond en comble. Ils ont utilisé également des échafaudages, surtout pour intervenir en hauteur sur les box des snacks. Une partie des 230 commerçants a repris ses quartiers jeudi, tandis que d'autres prolongent un peu les vacances. Thérèse, vendeuse de produits de la mer, apprécie de retrouver ses clients. C'est bien de souhaiter bonne année. Il y a du monde hier et ça passe bien et ça marche. Ah, c'est bien pour nous, hein? Pour les poissonneries, c'est propre. Hein? Ah oui, ça sent bon. C'est mieux que la dernière fois. La dernière fois, c'était quand même un peu sale quand je venais et là, ça va. Maintenir la convivialité tout en respectant les normes imposées en 2026 est un défi perpétuel. La construction de ce marché date de 1987 et 1989 et la réglementation de l'époque n'était pas la même. Alors ça devient un défi pour nos ingénieurs et nos agents techniques pour pouvoir faire en sorte de pouvoir se caler sur la réglementation actuelle. Les finitions de peinture et le retrait des décorations de Noël vont durer encore quelques jours. Puis les équipes feront place aux préparatifs des festivités du Nouvel An chinois et de la Saint-Valentin. Depuis plus de 90 ans, la Croix-Rouge est un pilier de la solidarité aux Fénois. Aide alimentaire, accompagnement des familles, prévention contre les addictions, l'association multiplie les actions pour répondre aux besoins des plus fragiles. Immersion au cœur de ces actions sociales avec Roanoui Atuahiva et Jeanne Tinoroa. Présente en Polynésie française depuis plus de 90 ans, la Croix-Rouge continue d'accompagner les plus fragiles. À travers ses actions sociales, l'association vient en aide chaque année à plus de 4000 bénéficiaires. Parmi ses dispositifs phares, les boutiques solidaires, véritables lieux d'entraide et de proximité, gérés par des bénévoles comme Anaïs. Bien avant cela, j'étais bénéficiaire, je venais souvent ici. Le pourquoi, c'est que moi je trouvais des choses qui étaient moins chères, de qualité aussi, que ce soit au niveau des vêtements, aussi bien la vaisselle et compagnie. Et voilà, moi je suis bénévole là maintenant, je me suis dit tiens, j'ai envie d'apporter quelque chose. Un modèle solidaire qui repose aussi sur la générosité de ses donateurs. Vêtements, objets du quotidien ou encore équipements divers trouvent ici une seconde vie. Dis-moi, qu'est-ce que tu viens de déposer là? Des vêtements qu'on ne porte plus. Ça fait le tri chez moi et puis je sais que j'aide les gens qui sont dans le besoin. Et déjà quand j'étais petite avec ma maman, on faisait ça et je continue de temps en temps on fait ça. Les dons sont triés et certains finissent sur les étals des boutiques solidaires et espaces bébés. Pour les habitués, ces boutiques sont aussi une alternative responsable à la consommation traditionnelle. Je trouve que c'est très bien ce système-là et maintenant ça se développe de plus en plus. Ça évite la surconsommation, donc voilà. Et ça permet que tout le monde vive et que les associations, pour les plus démunis, ils en profitent aussi. Chaque achat représente des fonds qui permettront d'alimenter l'épicerie solidaire réservée aux plus précaires.
La Croix-Rouge accompagne les bénéficiaires dans le besoin essentiel avec une aide pensée pour préserver la dignité et le lien humain. On propose une aide en produits alimentaires, d'hygiène et d'entretien à hauteur d'une participation financière à hauteur de 10%. Ce ne sont pas des bons alimentaires, il y a vraiment une participation financière, il y a l'estime de soi, c'est important, la participation c'est important et surtout les bénéficiaires sont reçus par des bénévoles, chacun leur tour, donc il y a un moment de convivialité, de partage. Les dépôts de dons sont possibles au Faré de la Croix-Rouge aux heures ouvrées. Grâce à l'engagement d'une dizaine de salariés, de ses bénévoles et de ses donateurs, la Croix-Rouge en Polynésie française continue de faire vivre au quotidien les valeurs de solidarité et de partage. Place cette fois un concours de beauté et à l'ambition d'un jeune homme prêt à porter les couleurs du Fénois sur la scène nationale. Après son titre de Mister Tahiti 2025, Nohoar Ichuo se prépare à une nouvelle étape, la finale nationale de Mister France le 17 janvier en région parisienne. Originaire de Raiatea, il représentera la Polynésie face à 28 concurrents. Soutenu donc par son prédécesseur Carl Schontang, ancien dauphin de l'élection, on l'écoute au micro de Veitiare Perer. J'étais là en fait pour coacher le nouveau Mister Tahiti, Nohoari. Nous l'avons préparé avec le comité Mister Tahiti, donc on est toute une équipe à l'avoir préparé. Il est assez prêt pour entamer cette nouvelle étape en France. Et l'intégration, ça s'est passé ce matin en France et je pense qu'il va vivre une très belle aventure. On sera là également pour crier pour lui, pour qu'il sache qu'on est là pour lui également. Je pense que c'est le moment de passer le relais. Et je pense que ça va être un beau spectacle qu'ils vont rendre ce 17 janvier. Sur la piste comme sur le terrain, les méthodes diffèrent mais l'objectif reste le même. Cette semaine, un stage commun de 2 jours a réuni les jeunes athlètes du CCP et les joueurs de rugby du SPAM à l'initiative de leur fédération. Objectif, croiser les méthodes d'entraînement d'un sport individuel et d'un sport collectif pour enrichir les pratiques de chacun. Une reprise idéale pendant les vacances avant le début de la saison. C'est un reportage de Hoanui Atuahiva. Favoriser les passerelles entre disciplines, c'est l'objectif de ce stage inédit organisé par la Fédération polynésienne d'athlétisme et de rugby. Pendant 2 jours, une vingtaine de jeunes athlètes et rugbyman se retrouvent pour partager leurs méthodes d'entraînement, sortir de leur zone de confort et enrichir leur expérience sportive. Il y a effectivement beaucoup de transferts entre l'athlétisme et bien sûr le rugby, puisque c'est un sport notamment dans le A7, un sport de vitesse pure, et donc forcément on a des transferts entre les 2 disciplines. Ouais. L'idée, c'est qu'on puisse mélanger les athlètes avec nos jeunes rugbyman, donc c'est très riche et on espère qu'ils puissent en ressortir des choses intéressantes pour ces jeunes. Première étape de ce stage, une préparation physique menée par les athlètes. Travail des appuis, gainage et renforcement musculaire, notamment des adducteurs, mis à rude épreuve. Pour les joueurs de rugby, ces mouvements spécifiques de l'athlétisme sont une véritable découverte, loin de leurs habitudes sur le terrain. C'est top, on fait plein d'activités et ça change un peu du rugby. Tu penses que tout ça, ça va t'aider à t'améliorer dans ton jeu de rugby? Oui, carrément. Comme ça change et tu vas pouvoir t'améliorer, ta vitesse va changer et tu vas changer ton jeu, quoi. Ça peut nous apporter que du plus. On pourra apprendre à mieux gérer nos blessures et tout ça au niveau des genoux et des chevilles. Après cet échange technique, place à une préparation intégrée, cette fois avec le ballon ovale. Les rôles s'inversent, les athlètes s'initient aux exigences du rugby et prennent conscience des bénéfices que cette discipline peut leur apporter. De l'endurance, parce qu'ils courent beaucoup et ce qu'on a besoin en fait en athlétisme, c'est de courir longtemps et vite. Je pense que c'était bien et que ça m'a permis d'apprendre plein de trucs sur différents sports, du coup là le rugby, et de permettre aux jeunes qui font du rugby d'apprendre des spécialités sur l'athlétisme. Au-delà de la performance, ce stage marque une ouverture entre disciplines, une expérience enrichissante pour ces jeunes sportifs, dans un esprit de partage et de curiosité sportive. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité. Retrouvez tout de suite la rediffusion du Huratapairu 2025 suivi d'un nouvel épisode de Fénois et Rubex. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain soir dès 18h30. Très belle soirée à tous. Retrouvez ce journal en replay sur notre site internet et notre application mobile TNTV.